Donald Trump exhorte Israël à conclure un accord avec le Hamas pour obtenir la libération des otages restants, tandis que Benjamin Netanyahou évoque de vastes possibilités régionales. Au cours d'une interview donnée dimanche, Donald Trump a affirmé qu'il serait prêt à lever les sanctions contre l'Iran si le régime adoptait une attitude pacifiste. Volodymyr Zelensky a approuvé un décret prévoyant le retrait de l'Ukraine de la Convention d'Ottawa qui interdit la production et l'utilisation de mines antipersonnelles. Les Serbes étaient de nouveau des milliers dimanche dans les rues de Belgrade pour appeler à des élections anticipées et exiger la libération de dizaines de manifestants arrêtés la veille. Le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran présage-t-il de nouvelles avancées au Moyen-Orient ? Depuis Washington, Donald Trump exhorte l'État hébreu à conclure un accord avec le Hamas pour obtenir la libération des otages. Mais de son côté, Benjamin Netanyahou réitère son intention d'éliminer le groupe armé palestinien et il évoque de vastes possibilités régionales. כמובן שאנחנו נצטרך לפתור גם את עניין עזה, להכריע את החמאס, אבל אני מעריך שאנחנו נשיג את שתי המשימות. אבל מעבר לזה נפתחות אפשרויות אזוריות רחבות. Dans les camps de réfugiés surpeuplés de la bande de Gaza, beaucoup de Palestiniens ne croient plus en un véritable cessez-le-feu. Après 20 mois de frappes quasi ininterrompues, de nombreux Gazaouis ne font plus confiance aux autorités israéliennes et appellent à de véritables changements. مش أول مرة يحكي الحكي هذا، صار لنا من أول الحرب وبيوعدونا فيك أشياء إنه سلموا الأسرى وحنوقف الحرب، لا وقفوا حرب وسلمنا أسرى فعليا ورجعت الحرب ثاني. تصريح زيه زي اللي قبله، إحنا اليوم بنخوض حرب لنا أكثر من سنتين، وإحنا بنسمع هدنة، خلصت الحرب انتهى وقف إطلاق نار، في صفقة، حتى يوم ما صارت الصفقة رجعنا للحرب مرة ثانية، يعني إحنا بدناش كلام بدنا فعل. Un conseiller de Benjamin Netanyahou doit se rendre à Washington cette semaine pour discuter d'un cessez-le-feu. Une visite du Premier ministre israélien est également prévue, mais la date n'a pas encore été confirmée. Les États-Unis pourraient lever leur régime de sanctions contre l'Iran si Téhéran adoptait une attitude pacifiste. C'est le message adressé par Donald Trump au cours d'une interview à Fox News ce dimanche. Évoquant les récentes attaques américaines contre les installations nucléaires iraniennes, le président américain a déclaré que l'Iran était à quelques semaines de se doter d'armes nucléaires et qu'il ne pouvait pas laisser cela se produire. Depuis ces bombardements dans la nuit du 21 au 22 juin, l'Iran accuse l'Agence internationale de l'énergie atomique d'être en partie responsable de ces attaques. Des accusations rejetées par le chef de l'agence onusienne, Rafael Grossi, qui affirme que l'AIEA n'a jamais affirmé dans ses rapports que l'Iran possédait ou était sur le point de posséder des armes nucléaires. Rafael Grossi a néanmoins rappelé que l'Iran dispose des capacités nécessaires pour produire de l'uranium enrichi. Une mesure difficile mais nécessaire et proportionnée selon Kiev. Volodymyr Zelensky a approuvé ce dimanche un décret prévoyant le retrait de l'Ukraine de la Convention d'Ottawa. Cette convention interdit la production et l'utilisation de mines antipersonnelles. 660 pays y ont adhéré en 1997. La Russie ne fait pas partie des signataires et après plus de 3 ans de guerre, l'Ukraine est aujourd'hui le pays le plus miné au monde. Le retrait de Kiev de la Convention d'Ottawa doit maintenant être approuvé par le Parlement ukrainien, la Rada, puis doit ensuite être notifié à l'ONU avant de pouvoir rentrer en vigueur. En mars dernier, les 3 pays baltes, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, ainsi que d'autres pays géographiquement proches de la Russie, parmi lesquels la Finlande et la Pologne, ont annoncé leur intention de quitter la Convention d'Ottawa. Des décisions que déplore le Comité international de la Croix-Rouge, qui a dénoncé un dangereux recul pour la protection des civils dans les conflits armés. Dans un entretien exclusif accordé à Euronews, le Premier ministre estonien estime que chaque membre de l'OTAN doit davantage contribuer à la sécurité européenne. Sinon, selon lui, Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. L'Estonie fait partie des alliés qui consacrent plus de 3% de leur produit intérieur brut à leur défense. Putin needs conflict like fish needs water because if you don't have a conflict then probably people in Russia will be asking where is my son, where is my husband, where are my assets and so on. So to keep everybody under the lead, keep people quiet, keep the regime in power, Putin needs this kind of conflicts.
Krishten Mihal a souligné que la proximité géographique avec la Russie n'était pas la seule question importante. Il a appelé d'autres pays à faibles dépenses, comme l'Espagne, à augmenter leur budget de défense. Récemment, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a demandé une dérogation à la règle des 5% du PIB consacré à la défense. Every country has their own questions, let's say, in domestic politics. To be honest, in NATO's declaration, I also asked the Secretary General Mark Rutte that do we have some kind of exemptions for Spain. He said that no, there are no exceptions and exemptions. So I would say that Pedro Sánchez will also have to elaborate himself that how he will fulfill the NATO criteria. Le Premier ministre reconnaît que les dépenses de défense se font au détriment de d'autres dépenses importantes pour les citoyens estoniens. We do both. We got spending, we are borrowing, and we also raise taxes. To be honest, this not everything in that order are not very so popular in Estonia, to be honest. But where would it be? So nobody likes the taxes and nobody likes the cuts in public budget. But you have to do what you have to do to increase defense spending. L'Estonie s'est engagée à porter ses dépenses de défense à 5,4% d'ici l'année prochaine, tandis que les 31 autres membres de l'OTAN, eux, acceptent de consacrer 5% de leur PIB à la sécurité d'ici 2035. Des milliers de manifestants ont bloqué les rues de Belgrade et de plusieurs autres villes de Serbie dimanche pour protester contre l'arrestation de 77 personnes lors d'un rassemblement la veille. Les manifestants ont installé des barrières métalliques et des conteneurs à ordures à différents endroits de la capitale serbe, bloquant notamment un pont important sur la rivière Sava. Ils exigeaient que les autorités libèrent les dizaines de personnes qui ont été emprisonnées suite à des affrontements avec la police lors d'un rassemblement samedi à Belgrade. Ces heurts ont fait 48 blessés parmi les forces de l'ordre selon les autorités. La colère gronde en Serbie depuis novembre dernier, quand un auvent de la gare de Novi Sad s'est effondré sur des passants, faisant 16 morts, dont 2 enfants. Un drame que de nombreux Serbes attribuent à la corruption endémique dans le pays. Ce week-end, les manifestants ont de nouveau appelé à des élections anticipées. Une demande balayée par le président serbe Aleksandar Vučić. Sans fournir de preuves, celui-ci accuse toujours ses opposants de chercher à renverser son gouvernement sous l'influence de l'étranger. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Valence dimanche pour réclamer la démission du président régional et de son gouvernement. En cause, leur gestion jugée catastrophique des inondations qui ont frappé la région. La catastrophe a fait au moins 229 morts, des milliers de sans-abri et des millions d'euros de dégâts. Mais selon les manifestants, les autorités régionales ont mis trop de temps à réagir. Il a fallu plusieurs jours pour que les renforts demandés au gouvernement central soient déployés sur le terrain. Une lenteur jugée inacceptable par la population. Les organisateurs du rassemblement dénoncent aussi l'absence de vision claire pour la reconstruction. Ils s'inquiètent notamment du sort des infrastructures éducatives, toujours à l'abandon. Les manifestants exigent des actions urgentes, concrètes et un vrai plan pour permettre à la région de retrouver une vie normale. Les plaintes des citoyens auprès du médiateur européen sont en augmentation cette année. Teresa Anghiniou révèle que les principales critiques portent sur les difficultés d'accès aux documents, la participation du public et le manque de transparence. Eu apresentei recentemente o relatório, no meu relatório anual, onde é possível verificar que nós tivemos uma das maiores subidas de queixas exatamente na área da transparência. 42,2% das nossas queixas são da área de transparência, muito essencialmente associada à questão dos acessos aos documentos. Le nouveau médiateur européen en poste depuis février estime qu'il vaut mieux prévenir pour renforcer la transparence des institutions de l'Union européenne. Évoquant le scandale Pfizergate impliquant la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dans des échanges de SMS sur les vaccins pendant la pandémie, Teresa Anghiniou rappelle que le médiateur est un organe indépendant.
possível fazer mais e principalmente a Comissão Europeia, porque aquilo que nós assistimos são atrasos sucessivos, muitas vezes, na entrega destes mesmos documentos, e sendo um jornalista perceberá isso muitíssimo bem. Muitas vezes o acesso à informação que é adiado é um acesso à informação que é negado. Dans cette première interview accordée à Euronews, la Portugaise Teresa Anjinho précise que le médiateur européen n'a pas de pouvoir judiciaire, mais qu'il est toujours du côté des citoyens. Nós não somos meros watchdogs administrativos, nós também somos e devemos ser guardião da cidadania europeia. E subjacente à cidadania europeia está, de facto, o direito a participar. Teresa Anjinho a lancé une enquête d'initiative sur le phénomène des portes tournantes, un sujet sensible au sein des institutions européennes. Il s'agit de cas où d'anciens responsables publics rejoignent à la fin de leur mandat des postes dans le secteur privé ou s'engagent dans des activités de lobbying, soulevant ainsi des soupçons de conflit d'intérêts entre la sphère publique et privée, une pratique qui met en cause l'intégrité et la transparence de la fonction publique européenne. Aux États-Unis, les sénateurs ont commencé samedi l'examen du méga-projet budgétaire voulu par le président Donald Trump. Celui-ci s'est réjoui sur son réseau social de l'adoption de justesse, 51 voix pour, 49 contre, de la motion permettant l'ouverture de l'examen du texte. Le projet, baptisé Grande et belle loi par l'hôte de la Maison-Blanche, prévoit plus de 3 500 milliards de dollars d'allègements fiscaux, l'augmentation des budgets de la défense et de la lutte contre l'immigration, ainsi que la réduction des dépenses publiques de santé ou encore de l'aide alimentaire. Samedi, Elon Musk a renouvelé ses critiques contre le projet, l'accusant de favoriser les industries du passé au détriment de celles du futur. Malgré plusieurs sénateurs réfractaires dans son camp, Donald Trump espère promulguer la loi avant vendredi, jour de la fête nationale.